À 3h30 du matin, le 12 novembre 2025, en mer Noire, la Russie acheminait sa cargaison la plus précieuse à ce jour. Ce convoi se dirigeait vers la Chine pour financer une guerre qui s'enlisait. Mais en exactement 63 secondes, l'Ukraine allait lui apporter une réponse dévastatrice. La cible, la salle des machines du pétrolier. Le navire allait devenir le brasier le plus éclatant du monde. L'instrument de cette réponse est un fantôme de 10 à 8 pieds glissant à 2000 de la côte. Il s'agit du Magourav 5. Son arme principale n'est pas la vitesse, mais la physique. Avec un tirant d'eau d'à peine 3 pieds, il navigue si bas. Sa signature radar est plus petite que celle d'un oiseau de mer. Pour les puissants radars de la marine russe balayant l'horizon, c'est un spectre. Il se cache sous l'horizon radar des 50 pieds. Une cible qui, pour des raisons pratiques, n'existe pas. Mais à son bord, une surprise attend l'ennemi. 4 drones FPV surnommés Killer Bees, chacun armé d'une ogive RPG de 6 livres. N'importe quel analyste russe ici serait confiant. Pour atteindre le pétrolier, le Magura doit d'abord contourner la plateforme gazière Sich. Cette plateforme est une forteresse d'acier de 260 pieds. Elle est hérissée de 60 soldats d'élite. Ils sont équipés de missiles portables, Iglas et d'armes anti-chars Cornet. À son sommet trône le radar Neva, l'œil omniscient de la Russie. Il est capable de suivre 200 cibles sur un rayon de 28 miles. Pour l'équipage du pétrolier, cette forteresse les rend invincibles. À 100 miles de là, à Odessa, un opérateur ukrainien voit la situation différemment. Sur son écran, le pétrolier n'est pas un navire, c'est un ensemble de coordonnées. Un problème à 100 millions de dollars en attente d'une solution. Sa solution n'exige pas de vaincre la forteresse, elle doit simplement l'aveugler. Ce soir, l'Ukraine dispose de 2 alliés silencieux pour réussir cette attaque. Le premier est un épais brouillard, une couverture qui réduit la visibilité russe à moins d'1 mille. Elle rend leur coûteuse optique complètement inutilisable. Le second est la mer elle-même. Des vagues de 4 pieds créent une couverture mouvante constante. Cela rend le bateau fantôme rasant la surface impossible à repérer à l'œil nu. La scène est prête. Le piège se referme. Les Russes sont sur le point de recevoir une leçon très coûteuse sur la sous-estimation. Lorsque le Magura approche à 0,6 000, sa soute s'ouvre avec un sifflement hydraulique. Elle révèle les 4 Killer Bees nichés à l'intérieur. Ce n'est pas un lancement simultané, c'est une symphonie. D'abord, le FPV numéro 1 décolle. Il ne charge pas la plateforme. Il entame une orbite montante et régulière, atteignant 200 pieds d'altitude. Son rôle n'est pas de combattre. C'est une station de relais, mobile, un satellite temporaire. Il assure le contact constant avec ses frères. Ensuite, les FPV 3 et 4 sont lancés. Ils plongent vers des côtés opposés. Ils commencent des cercles bas comme des requins en attente. Ils patientent pour l'odeur du sang. Enfin, le FPV numéro 2 s'anime. Ses 4 moteurs sans balai tournent à 20 000 tours par minute. Un sifflement aigu déchire le silence de la nuit. Il file droit vers la plateforme Sich, puis il active son système de guerre électronique Mirage. Le Mirage ne tente pas d'aveugler le radar russe, il le rend fou. Il enregistre le signal propre du radar Neva, puis il le retransmet des dizaines de fois avec des décalages et des changements d'azimut calculés. Ceci crée une armée de fantômes. Sur l'écran de l'opérateur russe, un seul contact devient un cauchemar numérique. 40 puis 50 signaux fantômes apparaissent de nulle part. Tous se déplacent à grande vitesse sur des trajectoires imprévisibles. Le système Neva, conçu pour suivre 200 cibles obéissant aux lois de la physique, est confronté à un essaim qui n'obéit à aucune loi. Son processeur s'étouffe. Les alarmes hurlent. L'opérateur paniqué crie à la radio, la voix cassée. Trop de cibles, impossible de déterminer l'axe d'attaque principal. Dans le chaos, l'opérateur russe fait exactement ce que ses manuels militaires lui ont appris. Il cible la menace qui apparaît la plus dangereuse. Sur son écran, un signal est plus rapide, plus erratique et plus lumineux que les autres, le FPV numéro 2, le leur. « Cible verrouillée !» hurle-t-il. Un missile Igla-S est lancé de l'épaule d'un autre soldat. Une traînée de feu coupe le brouillard. Le missile, guidé par infrarouge, se dirige vers la signature thermique des moteurs du FPV numéro 2. C'est exactement ce sur quoi les planificateurs ukrainiens comptaient. Une boule de feu brillante éclate dans le ciel nocturne. Le FPV numéro 2 et son système Mirage se désintègrent.
Avec eux, les 49 signaux fantômes sur l'écran radar russe disparaissent. Dans la salle de contrôle, il y a un silence puis des acclamations de soulagement. Nous l'avons eu. Ils pensent avoir repoussé l'assaut principal. Mais ils viennent de commettre une erreur fatale. Ils ont gaspillé un missile précieux et leur concentration sur une astuce technologique. Pendant qu'ils célébraient le FPV numéro 1, le relais continuait de survoler calmement la zone. Il transmettait un flux de données parfait. Et le FPV numéro 3, le premier requin, reçoit alors le signal d'attaque. Il cesse de tourner. Il pique du nez et accélère. Il se transforme d'un prédateur patient en un projectile guidé. Sa cible, l'antenne radar Neva. C'est la seule pièce d'équipement qui permet à Sich d'être une forteresse. À travers la caméra du drone, l'opérateur voit le monde basculer. La structure massive en acier approche à une vitesse alarmante. Il a un seul tir pour transformer l'œil omniscient de la Russie en une pièce de ferraille de 100 millions de dollars. Dans la salle de contrôle russe, le bref moment de célébration est brisé. Une nouvelle alarme stridente retentit. Un seul contact à grande vitesse est apparu semblant surgir de nulle part. Il est déjà à l'intérieur de leur portée d'engagement minimale. Contact azimut 090 en plongée, crie l'opérateur, la voix pleine d'incrédulité. Comment est-il arrivé si près? Ils n'ont pas le temps de trouver la réponse. L'ogive RPG de 6 livres attachés au FPV numéro 3 est un chef-d'œuvre de physique brutale. Ce n'est pas seulement une explosion, c'est une charge creuse conçue pour créer l'effet Monroe. À l'impact, la charge explosive ne détonne pas seulement vers l'extérieur. Elle concentre toute son énergie vers l'intérieur. Elle effondre un cône de cuivre en un jet de métal en fusion, voyageant à plus de 26 000 pieds par seconde. Le drone frappe la base de l'assemblage de l'antenne. Pendant une microseconde, il n'y a rien, puis la charge creuse détonne. Le jet de cuivre en fusion perce le boîtier de protection en aluminium de l'antenne, comme s'il s'agissait de papier. Il déchiquette instantanément le délicat guide d'ondes haute fréquence. C'est le composant même qui transporte les signaux radar. L'explosion se propage ensuite le long du guide d'ondes comme un éclair. Elle grille tous les composants électroniques sensibles sur son passage. Pour les soldats sur la plateforme, l'explosion est étonnamment petite. Un bruit sec, un éclair et une pluie d'étincelles. Mais dans la salle de contrôle, l'effet est catastrophique. Tous les écrans connectés au radar Neva deviennent noirs simultanément. Le balayage rassurant de la ligne radar a disparu. Il est remplacé par un statique silencieux et mort. Leur monde vient de s'éteindre. Ils sont aveugles. Et le deuxième requin est sur le point d'attaquer. Toute la défense stratifiée de la plateforme Sich avait été construite autour de cet œil électronique. Maintenant, elle est aveugle. Le silence dans la salle de contrôle est brisé par la voix du commandant criant à la radio. Acquisition visuelle, feu de suppression Zuving 3 sur tout ce qui bouge. Sur le pont, le tireur de la tourelle ZU-23 Newton n'a pas besoin d'un second ordre. Son travail n'est plus le ciblage de précision, c'est le déni de zone. Il presse la pédale et le canon de 23 mm à double fût rugit avec sauvagerie. Il crache 600 obus par minute. C'est 10 obus explosifs par seconde. Cela transforme l'air brumeux en une tempête létale de traçantes et de shrapnel. Pour l'opérateur du FPV numéro 4 à Odessa, son monde est devenu une équation de probabilité. Son écran est un chaos d'embruns d'éclairs de bouche et de traçantes rouges entrantes. Il n'est plus en vol profilé. Il est en combat aérien rapproché, un véritable dogfight. Traçante haute, plongeon évasif, murmure T, il réagissant à l'instinct pur. Il pousse le manche en avant et le drone plonge vers les vagues. Une rafale d'obus déchire l'air où il se trouvait une demi-seconde auparavant. Un raté parfait. Il tire brusquement à droite puis replonge. Ses mouvements sont vifs et imprévisibles. Le tireur russe sur la plateforme maudit. Il essaie de suivre cette cible incroyablement agile. Il est trop rapide. Je ne peux pas avoir de point de visée, grogne-t-il. Il anticipe le prochain mouvement du drone et tire une troisième plus longue rafale. Non pas là où le drone est, mais là où il prie qu'il sera. Cette fois, il a de la chance. Une seule munition traceuse de 23 mm atteint sa cible. Elle ne vaporise pas le drone. Elle s'écrase sur le bras en fibre de carbone du rotor 3 avec un craquement écœurant. Sur le viseur de l'opérateur, son écran clignote en rouge. Avertissement rotor, 3 déviations de régime 14%. Instabilité gyroscopique. Le drone tremble violemment. Il tangue vers la gauche, son ordinateur de vol tentant frénétiquement de compenser. Il est touché.
Il est blessé. L'opérateur du missile Cornet, observant à travers sa visée thermique, voit exactement ce qu'il attendait. La signature thermique nette du drone est soudainement devenue une masse vacillante et instable. C'est l'instinct du prédateur. Il sait qu'il regarde un animal blessé. La cible est touchée. Il est estropié. « J'ai un verrouillage », crie-t-il à son chef d'escouade. « Feu !» fut la réponse. L'opérateur ukrainien voit le flash blanc brillant du lancement du Cornet sur son flux vidéo. Une sentence de mort hurlant vers lui à Mach 1. Il connaît les calculs. Son drone est endommagé. Son agilité a disparu. Il ne peut ni le distancer ni virer. Il lui reste moins de 3 secondes à vivre. Son esprit s'emballe traitant les données de télémesure et la trajectoire du missile. Il ne lui reste qu'une seule option. Au lieu d'essayer d'esquiver, il fait la seule chose que la logique de guidage du missile ne peut anticiper. Il coupe l'alimentation de ses 4 moteurs. Le drone cesse d'être un aéronef. Il devient une roche de 30 livres tombant du ciel. Le missile Cornet, son ordinateur programmé pour intercepter une cible sur une trajectoire aérodynamique, subit une panne logique. Sa cible a tout simplement disparu de sa trajectoire prévue. Il traverse l'exact point dans l'espace où le drone aurait dû être. Un tir parfait contre une cible qui n'était plus là. Un raté. Et son voyage se termine en s'écrasant directement sur le pont supérieur du pétrolier. L'explosion est catastrophique. L'ogive à charge tandem du missile, conçu pour vaincre le blindage réactif d'un char de combat principal, vaporise, sans effort, le pont en acier de 20 mm du pétrolier. Mais la vraie dévastation vient de la suite. Le moteur fusée encore brûlant du missile s'enterre profondément dans un réseau de conduite de carburant à haute pression. Il enflamme instantanément le pétrole brut. Un geyser de feu et de fumée noire s'élève dans le ciel nocturne. Les Russes, dans leur moment de triomphe perçu, sont devenus l'instrument de leur propre désastre spectaculaire. Tous sur cette plateforme, tous les analystes qui regardaient, pensaient que la mission était terminée. Ils se sont trompés. Un rugissement sourd et guttural plus lourd et plus menaçant que n'importe quel drone déchire soudain le bruit des tirs. C'est le Magura. C'est le coup de grâce. Le bateau drone bondit en avant sa propulsion par hydrogène, le poussant à un rythme effréné de 42 newtonneux. Sa cible est maintenant parfaitement illuminée par les feux que son ennemi a allumés. La salle des machines du pétrolier vulnérable est exposée. Sur la passerelle du pétrolier, les cris paniqués de l'équipage à la radio sont noyés par une nouvelle horreur. Ils regardent 200 livres de mauvaises nouvelles hurler vers eux sur l'eau. C'est le bateau. Le bateau attaque tournaise, 5 secondes avant l'impact. 4, 3. C'est une collision entre la physique et une force écrasante. D'abord, il y a l'énergie cinétique. Un 2 millions de livres-pieds. C'est l'équivalent d'un train de marchandises heurtant un mur de briques. La coque se déforme. Ensuite, l'ogive de 500 livres de TNT détonne. Ceci génère une onde de choc de 1500 livres par pouce carré. Cela ne fait pas qu'un trou. L'onde traverse la structure en acier du navire comme un événement sismique. L'onde de choc rupture instantanément les principaux réservoirs. Elle atomise leur contenu en une fine brume. Ce mélange explosif, air carburant bien plus puissant que le TNT seul rencontre l'incendie qui fait déjà rage sur le pont. Le brasier le plus éclatant du monde est allumé. Pendant les premières secondes après l'impact, il n'y a aucun son. Seul un flash aveuglant blanc et chaud vaporise le brouillard et transforme la nuit en jour. Puis vient l'onde de choc. Un coup physique qui roule sur l'eau et s'abat sur la plateforme Sich. Les fenêtres se brisent et les hommes sont projetés à terre. Il est suivi d'un rugissement assourdissant et déchirant. 500 000 barils de pétrole brut commencent à brûler. Le pétrolier ne fait pas qu'exploser, il se désintègre. L'onde de choc de 1500 livres par pouce carré qui a traversé sa structure n'a pas seulement rompu les réservoirs de carburant. Elle a créé une défaillance structurelle catastrophique. Le navire de 800 pieds de long, sous la contrainte immense de l'explosion, se soulève littéralement de l'eau. Avec un gémissement d'acier torturé, il se brise en deux. Les 2 sections brûlantes, devenues des monuments à une mission ratée, commencent leur lente descente finale vers le fond de la mer Noire. En un peu moins de 13 minutes, un plan exécuté par une poignée d'opérateurs à 100 miles de là avait atteint 5 objectifs dévastateurs. L'actif de 100 millions de dollars plus sa précieuse cargaison a été réduit en ferraille brûlante. Le résultat le plus visible est ce pilier de feu et de fumée s'élevant à des milliers de pieds dans le ciel. Un signal visible depuis la Crimée.
La plateforme Sich, autrefois l'œil omniscient du nord-ouest de la mer Noire, est maintenant un poste isolé et aveugle. Sa capacité de surveillance la plus avancée a disparu. Ses défenseurs restent à regarder dans l'obscurité, se demandant ce qui va suivre. Le pétrolier et les 500 000 barils de carburant qu'il transportait pour financer la guerre russe sont désormais un récif artificiel permanent. C'est là que le véritable dommage commence. La perte d'un seul pétrolier de la flotte fantôme de la Russie est un problème. Moscou sait désormais que sa méthode principale de contournement des sanctions, utilisant de vieux pétroliers non assurés protégés par des avant-postes militaires statiques, est vouée à l'échec. Le marché international de l'assurance maritime, déjà méfiant à l'égard de ces navires fantômes, va maintenant désigner l'ensemble du nord-ouest de la mer Noire comme une zone à risque de guerre. Cela fera grimper les primes en flèche. La seule alternative de la Russie est de faire passer ses expéditions de pétrole par le passage de l'Arctique. Un voyage qui prend des semaines de plus et coûte des millions de plus par trajet. L'Ukraine n'a pas seulement coulé un navire. Elle a jeté une clé anglaise dans les rouages de toute l'économie parallèle de Moscou. Elle a réduit les exportations de pétrole russe en mer Noire de 5%. Alors que le ministère de la Défense russe s'efforce de publier une déclaration sur un dysfonctionnement technique, les images satellites de la NASA et de Maxar racontent une histoire différente. Le mythe de la forteresse impénétrable de Poutine en mer Noire, un récit qu'il a passé des années à construire, a été brisé en une seule nuit. C'est l'échec et mat stratégique. L'attaque crée un dilemme stratégique impossible pour Moscou. Pour éviter que cela ne se reproduise, ils doivent maintenant retirer leurs systèmes de défense aérienne les plus avancés comme le Panserm. Ils doivent les déployer loin des lignes de front comme dans le Donbass et les affecter à la protection d'actifs statiques et de faible valeur tels que les plateformes pétrolières et les ports. Chaque système Panserm déplacé pour garder une plateforme gazière est un système de moins pour protéger une colonne blindée russe des hélicoptères d'attaque ukrainiens. Cette opération brillante exécutée avec précision a forcé la Russie à utiliser sa propre force pour s'affaiblir elle-même. Regardons donc le bilan final de ce chef-d'œuvre de guerre asymétrique. Un bateau sans pilote réutilisé, coûtant environ 250 000 $, plus 4 drones FPV valant moins que quelques ordinateurs de jeu. Tout cela a éliminé un pétrolier de 100 millions de dollars et a paralysé l'ensemble de la logistique de la flotte fantôme russe en mer Noire. C'est le genre de victoire stratégique qui change toute la dynamique d'une guerre.